Ah oui, starting recording, ok. Super, très bien. Alors, en tout cas, comme on s'est salué avant l'enregistrement, on se resalue. Bonjour, je suis content de vous voir. Bienvenue. Voilà, de manière très naturelle. Et donc, j'ai mis dans le chat, normalement, vous devriez le trouver. Il y a l'accord de confidentialité des éditions Mariana, parce qu'on va utiliser le PDF des éditions Mariana. Il y a des questions de droit. Est-ce que vous pouvez le trouver? Est-ce que vous l'avez ou est-ce que je dois le remettre? Non, c'est bon? Je l'ai téléchargé Ok. déjà. Très bien, très Et bien, donc, très bien. on te l'envoie, Ginpa, c'est toi qui Oui, centralise et tout, puis, c'est ça? ouais, vous me l'envoyez. Vous pouvez me le renvoyer soit dans la discussion là, soit je vous mettrai mon adresse mail dans la discussion. Ouais. Et puis, Oui. vous pourrez me le renvoyer. Ouais. Ok, c'est super. Et donc, c'est juste parce que cette classe, ce groupe d'études, va servir de correcteur, de correction. On va corriger le texte au fur et à mesure qu'on va l'étudier pour une nouvelle réédition. Donc, c'est pour les éditions Mariana. Comme le livre est épuisé, ne l'achetez surtout pas à des prix exorbitants sur Internet. Il y a des gens qui se font de l'argent sur le dos des étudiants, donc voilà, qui vendent le livre à 200 euros, je ne sais quoi. Donc, évitez ça. On utilisera le PDF qui est sur le chat, en accord avec les éditions Mariana. Ils ont été vraiment adorables. Vénérable Detchenla était vraiment super de nous fournir l'accès à ce livre. Moi, je l'ai toujours, j'ai toujours mon édition à moi. Et donc, j'ai déjà mis quelques petites corrections, mais on pourra en voir d'autres par la suite. Ok, donc ce texte-là est très important. C'est très, 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 je dirais même très important, parce que vous savez que l'esprit est très important, ouais. Ah bah oui, ça, c'est sûr. Surtout quand on aborde une voie spirituelle, ouais. Dans spirituel, il y a esprit, non? Ouais. Et donc, il est très important de connaître l'esprit, bah voilà, comme le titre le dit, connaître l'esprit, de connaître la nature même de l'esprit, son entité, sa nature conventionnelle et sa nature ultime. Ouais, comme quand on pratique le Mahamudra, par exemple, Mahamudra des sutras, il y en a qui pratiquent aussi le Mahamudra des tantras, etc. Ou le Dzogchen, ou la phase de perfection des tantras supérieurs dans la tradition Gelugpa, etc. Enfin bref, c'est tout un tas de descriptions de ce qu'est l'esprit et il y a les fonctions aussi de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit? Comment est-ce qu'on est en accord avec la réalité ou pas? Ouais. Comment est-ce que notre esprit est à côté de la plaque ou pas? Ouais, donc on va étudier tout ça. Donc juste un petit rappel. Je ne suis pas un guéché, je ne suis pas un docteur en philosophie, encore moins un lama, un maître spirituel. Je suis juste un étudiant comme vous, mais j'ai eu la chance d'étudier ces textes-là avec, par exemple, Vénérable Oto Rinpoche au Salève, justement, il y a quelques années. Il a donné un cours assez extensif sur le Lorik de Jamyang Shepa. Et puis, on a étudié dans le Basic Programme aussi, dans le PEBA, avec Vénérable Geshe Gensen, le Lorik de Yonzin Purbuchok, ouais, d'une manière assez extensive aussi. Et puis c'est un texte sur lequel j'ai déjà donné des classes il y a quelques années à Douven, au club de yoga Naropa. Et donc c'était pas peut-être pas aussi clarifié que maintenant. Peut-être on peut dire que grâce à mes enseignants, j'ai une notion peut-être un petit peu moins nébuleuse qu'avant sur ces questions-là. Et donc, ça me permet d'étudier en même temps que vous. C'est ça qui est génial. Donc, on va commencer tout de suite à entrer dans la préface de l'édition française et on va essayer de voir justement ce que dit le traducteur. Ouais, ok. Donc, vous avez la charte et vous avez le PDF du texte normalement dans la discussion. Ouais, tout le monde là, ça va? Non, c'est quel texte j'ai pas tout le monde. C'est Ah, l'ex- pardon? c'est quel texte, Jinpa? C'est celui de Gyeltsen ou celui de Pobutchok? Alors, il est dans la discussion, dans le chat là. Vous avez le PDF normalement, non? Attends, je l'ai pas vu alors. Moi, j'ai rien du tout non plus. Moi non Ok. plus. Donc, Ah, c'est j'ai pas Oui, grave. oui. j'ai Si, si, encore. il est Je bien vais dans le la remettre. conversation. Oui, 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 on le voit bien. dans Accord la de conversation. confidentialité et connaître l'esprit, il y a les deux. Oui, exactement, dans la conversation, là, dans le chat ici, là. Ouais, ouais, je le vois. Bon, je vais le remettre, c'est pas grave, je vais Il remettre faut les deux. cliquer dans conversation pour bien le voir. Oui, Et complètement au fond, parce qu'en fait, il y a toutes les discussions depuis des années. Donc, il faut vraiment aller en bas, en bas, en bas, ce oui, matin, 8h24. Vous le Oui, trouvez. oui, exactement. ça, oui. Ouais, donc normalement, vous devriez l'avoir, donc c'est peut-être pas Ah la oui, peine que je le remette. je le vois là, oui. Ok, très bien. Donc il y a l'accord de confidentialité que vous pourrez me renvoyer signé, daté, avec un tampon. Et aussi, vous avez le PDF, donc vous pouvez suivre avec nous. Ouais, très bien. Bonjour, bonjour, utilisateur invité. Bienvenue.
Ok, super. Et donc là, c'est la préface de l'édition française. Est-ce que tout le monde est à la bonne page? Oui. Oui. Ok, très bien. Très bien. Donc, le traducteur dit, ce livre offre une présentation systématique de certaines notions fondamentales de la tradition épistémologique indo-tibétaine. Ça veut dire quoi, l'épistémologie? C'est la connaissance. C'est la science de la science. Oui, la science de la De science. l'esprit. Oui, c'est comment est-ce qu'on sait qu'on sait? Ou comment est-ce qu'on sait qu'on ne sait pas? Ouais, c'est ça l'épistémologie. Ouais. Vous avez toujours, dans la tradition bouddhiste, vous avez l'aspect ontologique, la nature des choses, la réalité des choses, la philosophie par rapport à la réalité des choses, la vacuité, le non-soi, etc. Et vous avez son pendant du côté du sujet. Ouais, l'épistémologie. Comment est-ce qu'on sait qu'on sait? Il y a bien sûr aussi l'aspect psychologique dedans. Ouais. Ok. Donc c'est juste ça. Très bien. Et donc le texte racine de Geshe Jampel Sampel qu'on a en tibétain, donc on va, moi je vais reformuler les définitions, etc. à partir du tibétain, quand on les rencontrera dans le texte. Voilà, comme ça on est sûr de faire quelque chose à partir du tibétain et non pas à partir de l'anglais. Ouais, ok. Ainsi que le commentaire oral de Lati Rinpoche, très grand maître, il y a quelques années. Maintenant, il a repris naissance. Il a rencontré sa sainteté Dalai Lama il n'y a pas longtemps. Donc, il est tout jeune maintenant. Ok. Et donc, ça appartient à un genre bien spécifique appelé conscience et connaissance. Et donc, en tibétain, dans la note, il y a marqué lorik. Oui, en tibétain, on dit lorik. Ok. Donc, lo, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire entendement, par exemple. Ouais, ça vient du sanskrit buddhi. B-U-D-D-H-I. Buddhi. Ouais, et donc, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais en français, on a très peu de vocabulaire par rapport à la tradition indo-tibétaine. Ouais, donc, on essaie de trouver des termes qui sont très, très ressemblants. Mais voilà, quand on dit conscience, par exemple, conscience, ça peut vouloir traduire vijnana en sanskrit ou nambarshepa en tibétain. Ouais. Donc là, c'est interchangeable, hein, parce que c'est des équivalents. Ce sont des équivalents. Ok. Et Rik, c'est intéressant parce que c'est le diminutif de Rikpa. Ouais, donc Rikpa, il y a plein de sens différents, bien sûr. Et ici, quand on étudie la tradition épistémologique, Rikpa, c'est la cognition. Ouais. Donc on peut dire l'esprit et la cognition au lieu de conscience et connaissance. Ouais. Par exemple, en ce moment, à la FPMT, on a fait une révolution terminologique et on a essayé de renouveler un petit peu le vocabulaire en fonction du sanskrit et du tibétain, autant que faire se peut. Et donc, au lieu de connaissance, on a mis cognition. Ouais. Et donc, il y a un passage intéressant dans Recognizing Reality. Donc ça, je vous le conseille si vous lisez l'anglais. Bien sûr, je mettrai une bibliographie sous la vidéo. Recognizing Reality, c'est la Bible de l'épistémologie. Bien sûr, ce n'est qu'en anglais pour l'instant. Si, si je vis assez longtemps, j'espère pouvoir le traduire en français un jour. Et c'est la Bible de l'épistémologie. Ouais, il y a énormément de détails très intéressants. Euh, et donc, ce texte-là sert aussi de base pour de nombreuses études. Et lui-même interprète les traités fondateurs de la tradition épistémologique bouddhiste. Et à la page 544, il y a la note 30 dans laquelle il dit, Geshe Dreyfus dit, que en fait, ça pourrait être l'oric, rik, au lieu d'un R-I-G, ça pourrait être R-I-G-S en tibétain. En tibétain, ça pourrait être Ra, Giguri, Ga, Sa, Rik, et ça veut dire les types, les différents types de conscience. Ouais. Et donc, il dit que dans l'histoire de la transmission de ces textes, il est possible que le post-suffixe ait disparu, et ça a donné l'oric, conscience et cognition. Ouais. Il dit que, bon, voilà, c'est juste un petit détail, c'est pas très grave. Ok. Donc, Jinpa, toi, là où il y a marqué conscience et connaissance dans le texte, tu vas Oui. proposer esprit et cognition Oui, aux esprit éditions et Mariana, c'est cognition. ça? Ouais, exactement, esprit et cognition. Je crois que c'est comme ça qu'on a traduit à la FPMT la nouvelle version du texte Ok. de Yongzin Pulbuchok qui est étudié au PEBA, en basic programme. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Parce que Rigpa, on peut le traduire par cognition. Et justement, quand on dit connaissance, il y a un autre passage de Recognizing Reality. Je l'ai noté quelque part. On le reverra par la suite. Mais en effet, il y a un autre passage où Geshe Dreyfus dit que si on dit connaissance, la connaissance, comme vous le savez, c'est plus. Et salut, c'est Corinne, je t'avais pas reconnu.
J'ai pas l'habitude de te voir sur un écran. Quand on a connaissance, connaissance, c'est plus, bah, justement, quand on connaît quelqu'un. Quand on connaît quelqu'un, c'est un contenu informatif qui est temporairement présent dans la mémoire, vous êtes d'accord? Quand on connaît l'alphabet, etc. Ouais. Et donc, ça pourrait être conceptuel, etc. Mais quand on parle de la cognition ici, dans l'épistémologie bouddhiste, on parle d'un événement mental. Donc, ce n'est pas nécessairement un contenu informatif qui est temporairement compris dans la conscience, dans la mémoire. Ouais. Par exemple, je connais quelqu'un, je connais l'alphabet français, etc. Ça, c'est du contenu informatif. Mais quand on parle de cognition, c'est pas la même chose. Une cognition, c'est un événement mental. Ça peut être complètement à côté de la plaque. Ça peut être en accord avec la réalité. Ça peut être conceptuel, non conceptuel, etc. Ouais, c'est ce qu'on verra par la suite. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok. N'hésitez surtout pas à intervenir s'il y a des choses qui vous semblent un peu bizarres ou si ça vous semble incohérent ou si vous voulez partager, n'hésitez surtout pas, hein. Ok. Très bien. Très bien. Et donc, on est toujours à la page 3. Ok. Donc, dans la préface de l'édition française, Corinne, tu as aussi dans la discussion, tu as la charte et le PDF. Ouais, ah, bah, tu as le livre. Ok, c'est parfait. Oui, ton micro est coupé. Ok. Très bien. Et donc de esprit et cognition, on pourrait dire. Et donc dans cette phrase dont Elisabeth Napper retrace les origines dans son introduction. Donc bien sûr, on verra son introduction, sa présentation. Les premiers grands traités systématiques de logique et d'épistémologie bouddhique ont été composés par les deux grands maîtres, Acharya Dignaga, au VIe siècle de notre ère, et Acharya Dharmakirti, 7e siècle de notre ère. Quoique le maître d'Abhidharma, Acharya Vasubandhu, 5e siècle, en ait aussi abordé certains thèmes. Ouais, cette tradition épistémologique est née d'une double nécessité. Ok. Donc ces grands maîtres, vous en avez déjà entendu parler? Ouais, ok, très bien. Super. Si vous avez suivi les deux vérités selon les quatre écoles, normalement, vous n'avez fait que ça. Ok. Donc moi, en général, je rajoute un, un petit peu de politesse. Quand je parle d'eux, je dis acharya, ça veut dire maître en sanskrit. Parce que c'est l'un de mes autres maîtres, Venerable Geshe Damdul, qui dit qu'en fait, ces grands maîtres, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Et donc, c'est comme si on met pas de titre, en fait, c'est comme si on parlait de sa sainteté Dalai Lama en disant, j'ai vu l'autre jour sur Internet, j'ai vu Tenzin Gyatso. Ça fait un peu comme ça. Si on donnait pas de titre, ouais. Donc, comme on dit sa sainteté Dalai Lama, on peut dire Acharya, Dignaga, etc. Bon, c'est juste un petit détail. Ok. Donc on dit Acharya pour les trois? Acharya Oui, Dignaga, exactement. Acharya Dharmakirti. Ok. Oui, tout à fait, exactement. Bon, comme il y a déjà dans la phrase, il y a le maître d'Abhidharma, il y a déjà maître pour Vasubandhu, donc pourquoi pas. Mais à la FPMT, on ne le fait pas trop, on rajoute pas trop ces titres-là, mais personnellement, moi j'ai pris cette habitude, ouais, c'est juste ça. Ok, très bien. Et donc ce sont les grands maîtres de l'Inde, ouais, à l'université monastique de Nalanda, à l'époque en Inde, c'était des maîtres extrêmement révérés. Euh, et donc en fait, il y a eu cette nécessité de parler de l'épistémologie bouddhiste, c'est ce que dit Geshe Dreyfus vers la page 288 de Recognizing Reality. Il dit que il y a eu, quand le bouddhisme s'est instauré en Inde, vous savez qu'il y avait plusieurs traditions qui existaient à l'époque. Il y avait pas, le bouddhisme n'est pas arrivé tout seul une culture non religieuse. Oui, il y avait les traditions brahmaniques, il y avait différentes philosophies hindoues. Oui. Ouais. Et donc, il a fallu que le bouddhisme fasse un peu sa place là-bas, en Inde. Ouais. Et donc, ça veut dire que la première période du bouddhisme en Inde, c'était beaucoup de débats vis-à-vis des écoles non bouddhistes. Ouais. Et par la suite, c'était plutôt des débats internes au bouddhisme dans la seconde période. Ouais, quand le bouddhisme s'est suffisamment instauré en Inde, grâce à l'empereur Ashoka, il y a moins eu la nécessité d'établir les vues bouddhistes en Inde. Et donc, les débats se sont plutôt orientés vers l'intérieur, entre les différentes écoles bouddhistes. Ouais, ça a donné les quatre écoles philosophiques principales. Et par la suite, il y a eu à nouveau un regain de débat avec les autres traditions, ouais, avec les traditions non bouddhistes telles que Nyaya, etc. Donc, on verra quelques mentions par la suite du texte. Dans la suite du texte, ouais. Et c'est à ce moment-là qu'Acharya Dignaga et Dharmakirti ont débattu
avec les Neyayika, avec les traditions non bouddhistes. Ouais. Et ça a permis un raffinement des nuances extrêmement subtiles, ouais, qui est assez difficile de sonder d'ailleurs parfois. Ok, très bien. Donc là, c'est juste pour poser le décor. Ouais, est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Oui. Ok, très bien. Donc, le texte dit, donc d'une part, elle représente une étape clé dans l'effort constant d'exégèse à laquelle se sont livrés, et S, et accent S, les maîtres bouddhistes au cours des siècles. Ouais, ok. En effet, donc, parce qu'il y a une tradition de commentaires énorme dans la tradition indo-tibétaine. En effet, une analogie courante associe les enseignements vastes et profonds du Bouddha Gautama Shakyamuni à un océan. Et donc les grands commentateurs comme les six joyaux de l'Inde, qui n'ont eu de cesse de les clarifier, les expliquer, en sont les navigateurs. Mm. Ouais. Donc ces six joyaux de l'Inde, c'est Arya Nagarjuna, Arya Asanga, Arya Deva, Acharya Vasubandhu et les Acharya Dignaga et Dharmakirti. Ouais, c'est mentionné dans la note 2, page 5. Donc à l'époque, ils avaient une façon de retranscrire le sanskrit. Quand il y avait un A long, ils mettaient deux A. Ouais, donc c'est pourquoi ici, dans Aryadeva, vous avez un A majuscule et un petit A. Ouais. Mais actuellement, quand on emploie les signes diacritiques, on peut mettre juste un petit trait au-dessus du A. Et donc ça donne un A long. Et donc ça, c'est juste ça. Je pense que Venerable Detchen m'a dit qu'à l'avenir, il y aurait la possibilité pour les éditions Mariana de transcrire le sanskrit avec les signes diacritiques pour standardiser en fait. Et ça, c'est une excellente idée. Très bien. Donc les six joyaux de l'Inde, ces grands maîtres de l'Inde, en fait, ont vraiment établi les bases de la philosophie, de l'épistémologie bouddhiste. Ouais. Ils sont extrêmement importants. Ok. Donc souvent, ça Sasanté commente les textes de Arya Nagarjuna. C'est comme si c'était le second Bouddha, en fait. Ok. Très bien. Et donc, ces maîtres, donc page 6, ils nous offrent des cartes et des outils permettant de nous orienter, car une des difficultés relatives aux enseignements du Bouddha est qu'ils sont parvenus aux générations ultérieures de disciples sous forme d'écritures sans cesse plus abondantes et diversifiées. Ouais, il y a une somme énorme. Ouais, quand on voit le- la parole du Bouddha traduite en tibétain, ça donne une centaine de volumes. Ouais. Et les commentaires, les shastras indiens, ça donne 200 volumes. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de textes. Ouais. Ok, très bien. Or, le bienheureux, donc le Bouddha, n'a enseigné qu'à des individus ou des assemblées relativement homogènes, modulant son discours en fonction des capacités et des intérêts de ses interlocuteurs et ne laissant aucun écrit. Ouais, ok. Il y a, il y a peut-être un seul écrit, mais je ne sais pas si c'est si ça a été validé par les experts. J'ai entendu dire sur un cours par rapport aux 12 liens de production dépendante que l'un des rois de l'Inde à l'époque avait fait un cadeau au Bouddha Shakyamuni et qu'en retour, non, c'était un cadeau à un autre roi. Et l'autre roi avait demandé au Bouddha Shakyamuni, mais qu'est-ce que je peux lui rendre comme cadeau, comme politesse? Et le Bouddha lui avait suggéré de faire représenter la roue du samsara, ouais, que vous connaissez, ouais, la roue du devenir, qui est souvent à l'entrée des temples, et avec les 12 liens de production dépendantes. Et il semble que le Bouddha ait écrit une strophe en dessous. Mais est-ce que c'est lui qui l'a vraiment écrite ou est-ce que ce sont des scribes? C'est difficile à dire. Donc en général, le Bouddha n'a pas laissé d'écrit. Il a transmis oralement. Et donc il y avait... vous m'entendez? Oui. Oui, ok. Il y avait des moines qui étaient formés spécialement pour mémoriser les enseignements du Bouddha, pour les retransmettre à leur tour, etc. Et donc par la suite, à cause des épidémies, des famines, etc., il a fallu préserver les paroles du Bouddha sans nécessairement s'en remettre à des moines qui étaient formés pour les mémoriser. Et donc il a fallu mettre à l'écrit. Ouais. Et donc en général, les textes de la parole du Bouddha ont tous à peu près commencé à être écrits vers le 1er siècle avant notre ère. Ouais. Donc parfois on parle de bouddhisme ancien quand on parle du Theravada, mais en fait, du point de vue des écrits, tous les bouddhismes sont anciens, sont de la même époque à peu près. Ouais, bien sûr qu'il y a des écrits plus tardifs, mais tous ont commencé à être écrits vers la même période. Ok, très bien, très bien, très bien. Il a donc fallu par la suite resituer et recontextualiser les paroles du maître par un délicat travail d'herméneutique
qui ne pouvaient en définitive que donner lieu à des courants de pensée distincts. Oui, l'herméneutique, c'est quoi? L'étude des textes, la science de l'étude des textes. Oui, exactement. Ça veut dire que on a en effet la parole du Bouddha, comme vous le savez, a été transmise en différents épisodes. Ouais, il y a eu l'épisode 1, l'épisode 2 et l'épisode 3. Ouais. L'épisode 1, c'était par rapport à quoi? Au Vinaya, Oui, oui, Quatre aussi. nobles vérités. C'est les nobles vérités, oui, c'est ça. Oui, Euh, exactement. Oui, le premier cycle de l'enseignement du Bouddha, le premier tour de roue, c'est sur les quatre nobles vérités et leurs caractéristiques. Ouais, vous êtes d'accord? oui. Oui. Ok, très bien. Et l'épisode 2, c'est par rapport à quoi? Le non-soi. Et la vacuité, c'est Oui, exactement, la vacuité, oui, donc les perfections de sagesse. Oui, les sutras sur la perfection de sagesse, c'est l'épisode 2. Et l'épisode 3, c'était quoi? c'est Tathagata, Garma, tout ça, oui. C'est Oui, oui, la nature de Bouddha la nature et du Bouddha. les textes fondateurs du Chittamatra, oui, l'école de l'esprit seul, ouais. Mm. Ok, et aussi, bien sûr, on peut dire les tantras, ouais. Ok, très bien. Et donc, les mahayanistes, les tenants mahayanistes, soit les tenants de l'esprit seul, soit les madhyamika, vont considérer que toutes ces paroles sont la parole du Bouddha. Mm. Ouais, vous êtes d'accord? Ok, mais par exemple, dans le premier tour, le Bouddha parle presque exclusivement du non-soi personnel. Ouais. Et dans le second tour, il parle de la vacuité de tous les phénomènes. Donc ça semble contradictoire, non? Oui. Ouais. Et dans le troisième tour, il fait une clarification. Dans le troisième tour, dans le troisième cycle, on parle de ce cycle comme étant l'excellente discrimination. Ouais, c'est le nom de ce cycle, le troisième cycle, l'épisode 3, parce que le Bouddha, à la suite de certaines questions de ses disciples, comme Paramasamudgata, ouais, l'un des bodhisattvas qui avait demandé au Bouddha, mais dans le premier cycle, vous parlez du non-soi de la personne, et dans le second cycle, vous dites que tous les phénomènes sont vides. Et donc, qu'en est-il en réalité? Et donc c'est là où le Bouddha a dit, certains phénomènes ont une existence véritable, d'autres non. Ouais. Et donc ça a donné l'école Chittamatra, l'école de l'esprit seul. Ok. Et donc ça semble contradictoire, parce que le Bouddha s'est adressé à différents interlocuteurs, comme le dit la préface ici. Ouais. Et donc l'herméneutique, c'est de réassembler ces enseignements du Bouddha, mais de manière cohérente, en disant qu'est-ce qui est interprétable et qu'est-ce qui est définitif. Ouais. Ouais, ça vous parle? Coucher les textes. Oui, exactement. Ça veut dire réarranger les textes dans un corpus cohérent, en disant que le premier cycle s'adresse surtout à des personnes qui ne peuvent pas nécessairement sonder la profondeur de la vacuité. Ouais. Et le troisième cycle aussi, en fait, d'une certaine manière, ouais, si on prend le point de vue de la voie médiane, du Madhyamaka. Ok. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit peu le contexte de tout ça. Ouais. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est trop... Non, ça c'est va. du charabia? Non, Non, ça va? Ok. Sinon, n'hésitez pas, hein. Très bien. Ok, donc ça a donné quatre écoles philosophiques distinctes. Ouais, ça donne un GPS. Un GPS pour s'y retrouver dans les vues, ouais, dans les opinions. C'est pour ça que ces écoles philosophiques, on peut les appeler les doxographies. Ouais, le répertoire des vues ou des opinions, pourquoi pas. Ok. Et donc le texte continue, il dit, dès lors, les œuvres des commentateurs s'inscrivent dans des écoles philosophiques, les siddhanta en sanskrit, ouais, avec un A long, hein, Siddhanta, dont on peut en dégager quatre principales. Le Vaibhashika, le Sautrantika, qui à l'origine appartenait au véhicule de libération individuelle. Donc là, à l'époque, on parlait de Hinayana, mais c'est assez péjoratif, ouais, comme dit Sassante, c'est péjoratif de dire petit véhicule. Ça fait un petit peu les petits joueurs. Ça fait les petits. Ouais. Et donc, c'est assez péjoratif, surtout dans le Mahayana. On n'est pas censé dédaigner le véhicule de libération individuelle. Ouais, sinon, ça va à l'encontre des vœux de Bodhisattva, par exemple. Ouais. Et donc, Hinayana, c'était un terme employé à l'époque, mais de plus en plus de maîtres parlent, comme Sassante Dalai Lama parle de tradition Pali, par exemple. Ouais. Ou, par exemple, Dakpo Rinpoche parle de un véhicule de libération individuelle. Ouais. Geshe Namdak aussi. Geshe Namdak parle de Pratimokshayana, ouais, le véhicule de libération individuelle. Et ça porte bien son nom. Ça veut dire que ceux qui pratiquent ce véhicule veulent obtenir quoi? La libération personnelle. Ouais. Très bien. Et donc, on peut remplacer d'obédience hinayaniste par d'obédience pratimokshayaniste. Ouais. Ok. Très bien.
et de tendance plutôt réaliste. C'est-à-dire que les écoles philosophiques plus basiques, donc du véhicule fondamental, sont plus réalistes. Ça veut dire quoi? Elles ont tendance à accepter l'existence réelle, surtout des phénomènes. Ouais, ouais, ça vous parle? Oui, Ok, c'est comme ça qu'on fait la distinction entre une école philosophique du véhicule de libération individuelle et une école philosophique mahayaniste. Ouais, la différence principale, c'est quoi? le non-soi des Soit phénomènes. des phénomènes. Bonsoir, oui, c'est ça. Oui, exactement. Ça veut dire que les mahayanistes, les écoles mahayanistes, pas les pratiquants, pas nécessairement les pratiquants mahayanistes, mais les tenants des vues philosophiques mahayanistes, considèrent qu'il y a aussi le non-soi des phénomènes, pas que le non-soi de la personne. Mhm. Ouais. C'est-à-dire que les tenants mahayanistes acceptent le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes, alors que les Vaibhashika et les Sautrantika n'acceptent que le non-soi de la personne. Mhm. Ok, c'est comme ça qu'on fait cette distinction. Ouais, ça vous parle? Oui. Oui. Ok, bravo, bravo. Vous êtes super, hein. Franchement, vous êtes au taquet, hein. Ok. Très bien, donc Vaibhashika et Sautrantika. Ouais, donc pourquoi il y a fait ces distinctions-là? Peut-être qu'un jour, si ça vous intéresse, on fera des groupes d'études sur les écoles philosophiques, ça pourrait être intéressant. Normalement, on n'a pas le droit de donner des cours sans que la requête en ait été faite. Donc, je suis vraiment désolé de vous parler du Dharma sans que vous m'ayez fait la demande, mais je me suis dit peut-être que ce serait intéressant d'étudier ce livre, connaître l'esprit. Donc, voilà. C'est surtout pour moi, en fait, pour que j'apprenne. Donc, c'est très égoïste, en fait. Ok. Très bien. Donc, on a le Vaibhashika et le Sautrantika d'un côté qui sont du véhicule fondamental et de tendance plutôt réaliste, parce qu'ils acceptent uniquement le non-soi de la personne et un non-soi assez grossier d'une certaine manière. Ensuite, le Chittamatra d'orientation idéaliste et le Madhyamaka, ouais, proche d'une forme de nominalisme, surtout pour le Prasangika Madhyamaka. Ouais, toutes deux d'obédience mahayaniste. Ça veut dire que ces deux écoles, Chittamatra, l'esprit seul, et Madhyamaka, la voie médiane, acceptent non seulement le non-soi de la personne, mais aussi le non-soi du phénomène. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et donc, le courant des épistémologues bouddhistes est basé principalement sur les points de vue Sautrantika et Chittamatra. Donc, pourquoi? Parce que le texte fondateur de l'épistémologie et donc du texte qu'on va lire là, qu'on va étudier, c'est surtout le Pramanavartika. C'est le commentaire au compendium de cognition valide. Oui, donc de Acharya Dharmakiti. Le compendium de cognition valide, c'est le Pramana Samuccaya de Acharya Dignaga. Et Acharya Dharmakirti, un siècle après, a commenté ce texte-là. Ouais. Et dans ce texte, donc bien sûr, il a écrit 7 textes sur l'épistémologie, mais celui-ci, c'est le texte fondateur, le Pramanavartika. Et il y a des chapitres qui sont plutôt du point de vue Sautrantika et des chapitres qui parlent plutôt du Chittamatra. Ouais. C'est ce que dit Geshe Dreyfus. Il parle d'une lecture ascendante de Acharya Dharmakirti par rapport à la réalité des choses. C'est-à-dire qu'au début, il a le point de vue Sautrantika, un Sautrantika qui n'apparaît pas dans les sutras, donc c'est le Sautrantika qui suit le raisonnement. Ouais, quand il débat avec les Neyayika, etc., il a le point de vue Sautrantika au début, et après il passe au Chittamatra, parce qu'il constate les limites du Sautrantika, et donc il passe ensuite au Chittamatra. Ouais, donc c'est juste ça. C'est juste pour ça que l'épistémologie, souvent dans les textes, par exemple dans le texte qui est mentionné par Elisabeth Napper à un moment donné, le texte de Jamyang Shepa, Kunkien Jamyang Shepa, à Drepung que Vénérable Otok Rinpoche avait commenté. Il a une immense bonté à notre égard en commentant ce texte-là au Salève. Dans ce texte-là, justement, souvent, Kunkien Jamyang Shepa fait un comparatif entre le Sautrantika et le Chittamatra. Ouais, presque d'emblée, en fait, dans son texte. Voilà, c'est mentionné page 22, ce texte-là. Ouais. Ouais, une présentation de la conscience et de la connaissance de Jamyang Shepa. Ok, donc on aura le temps d'en reparler. Ah. Très bien. Ok, c'est super. Et donc, c'est pourquoi, souvent, il y a cette question, pourquoi est-ce qu'on commence à étudier le Sautrantika alors que la vue ultime, c'est le Madhyamaka? Pourquoi se prendre le chou à étudier une école plus grossière? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut commencer par la base. On commence par la base, ouais. C'est la base, oui, c'est ça. Oui. Et pourquoi, puisque le Vaibhashika, c'est une base encore plus basique, pourquoi est-ce qu'on commence pas par le Vaibhashika? Ah oui, parce Ah, que
Parce que Euh, On va étudier l'épistémologie. Oui. Sotantrika ont opposé les permanents, les impermanents. Déjà, Ah oui, les Sautrantika ont fait cette division des phénomènes entre permanents et impermanents. Ce ne serait pas le cas des Vaibhashika. non. Ah, pour les Vaibhashika, il n'y a pas de phénomènes incomposés, qui sont des vérités ultimes. Si, mais c'est l'inverse, oui. Ah, ok. Donc, peut-être que ce sera utile qu'on se fasse un groupe d'études sur les écoles philosophiques un jour. Oui. Ah, ça pourrait être sympa. Ok, on pourra s'éclater. Très bien. Donc, en fait, le Vaibhashika est suffisamment basique et peut-être même parfois trop d'une certaine manière. Et donc, par exemple, pour les Vaibhashika vont dire que non seulement la conscience appréhende ces objets, mais aussi... Ah, il y a un écho. Il y a un écho. Non seulement la conscience appréhende ces objets, mais aussi la faculté sensorielle appréhende ces objets. Mm. C'est un peu bizarre chez les Vaibhashika. Ils sont un petit peu à part dans leur présentation de la cognition valide. Parce que nous, ce qu'on apprend en général, vous savez que pour avoir une perception visuelle d'un objet, qu'est-ce qu'il faut comme condition? 3. Trois choses. Trois conditions. Et ces trois conditions, c'est quoi? C'est naf naf, nif nif et nouf nouf. Ouais. Ça, Objet, Condition. l'objet, J'ai la Sujet, objet, condition. oui, et puis la conscience. L'objet, la conscience sensorielle et la... et le moment précédent de conscience. Ah oui, Ok, très bien. L'objet, la faculté et le moment précédent de la conscience. faculté et le moment précédent, c'est ça. Oui. Elle a raison. Ok, très bien. Donc, si on prend un exemple assez précis, on a une conscience visuelle qui appréhende une table, ouais. Et donc, il faut qu'il y ait une table qui soit là pour avoir une conscience visuelle qui appréhende une table. Vous êtes d'accord? S'il n'y a pas Oui. la table, il n'y aura pas la conscience visuelle de la table. Donc, la table est une condition importante, c'est la condition objectale, comme on peut l'appeler, ouais. Alambana pratyaya, ouais. La condition objectale. Très bien. Et donc, si la table est là et que nous avons une conscience sensorielle, mais si nous n'avons pas de faculté visuelle, on ne la verra pas. Ouais. Si Ouais. on a une déficience dans l'œil ou dans la rétine ou le nerf optique ou je ne sais quoi, pour les bouddhistes, la faculté, c'est de la forme claire, c'est de la forme subtile qui se trouve dans l'œil, mais ce n'est pas l'œil lui-même. Ouais. Donc imaginons que ce soit déficient dans ce cas-là, même si la table est en face de nous, on ne la verra pas. Voilà, donc c'est pourquoi la faculté visuelle est aussi importante. On peut l'appeler la faculté dominante. Ouais. Dakien en tibétain. Ouais. Ok, dominante. Parfois, avant, on parlait de souveraine. Ça fait un peu royaliste, non? Ok. C'est comme si, moi, quand j'entends condition souveraine, je vois tout de suite une couronne. C'est vrai que ça fait un peu ça quand même. Ok. Et donc, elle est souveraine ou elle est dominante ou elle est habilitante aussi. Ouais. Elle est habilitante. Pourquoi? Parce que c'est celle qui permet de faire rencontrer l'objet et la conscience. Ouais. On va dire qu'on a une conscience visuelle. Pourquoi? Parce que cette conscience visuelle est née, bien sûr, d'un objet visuel, mais aussi d'une faculté visuelle. Ouais. Ok. Et donc, la faculté est très importante. C'est elle qui fait la distinction entre une perception sensorielle et une perception mentale, par exemple. Donc, ça, on aura le temps d'en parler largement. Ouais. Et il y a un moment de conscience immédiatement antérieur, ouais, parce que la conscience est un continuum. Ouais. Et donc, il y a un moment de conscience immédiatement antérieur, ce sera la faculté, la condition antécédente, ou la condition immédiate aussi, on peut l'appeler comme ça. Ouais, Dematakien. Ok, très bien. Et donc, pour les Vaibhashika, la faculté aussi appréhende son objet, pas que la conscience. C'est bizarre, hein? Ah oui. Ok, donc c'est pourquoi ce sont vraiment les seuls à dire ça, parce que la faculté, c'est de la matière, mais comment est-ce que de la matière pourrait appréhender quelque chose? Mais on pourrait trouver des contre-arguments. Quand vous avez une cellule photoélectrique, cette cellule photoélectrique, elle est purement matérielle. Et pourtant, elle peut identifier le passage de quelqu'un, non? Et ouais. Donc si c'est oui, ça veut dire que les Vaibhashika ont raison. Pourquoi est-ce qu'on étudie le Sautrantika alors? Donc on dira que la cellule photoélectrique détecte le passage de quelqu'un, mais ne l'identifie pas. Oui. Et par exemple, une plante peut détecter la présence d'une autre plante ou
la présence d'un agresseur, etc., etc. Mais elle ne l'identifie pas. Pour identifier, il faut avoir une conscience. Ouais, ok. Très bien. Donc c'est pourquoi on commence par les Sautrantika parce qu'eux disent non, la matière n'appréhende rien, n'identifie rien. Ouais. Et donc on commence par les Sautrantika. Et aussi parce qu'il y a d'autres aspects, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un permanent et impermanent, bien sûr que ça existe chez les Vaibhashika aussi, mais les Sautrantika sont beaucoup plus nets, beaucoup plus clairs par rapport à ça. Ouais. Donc on aura le temps d'en reparler aussi. Ouais. Là c'est juste quelques premières approches pour que vous puissiez mettre tout ça dans le contexte. Ouais. Ok, très bien. Et donc, il y a le passage qui suit, page 6, là, le passage d'en bas, là, le paragraphe. D'autre part, il était indispensable pour les auteurs et pratiquants bouddhistes de clarifier ce qui différenciait leur dharma, donc leur tradition, des autres traditions indiennes et de parfaire leurs arguments sur un plan purement philosophique. Ouais, donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ainsi, la tradition de l'épistémologie bouddhique est une réponse sur le plan précis de l'épistémologie aux nombreuses théories religieuses adverses, notamment celles du Mimamsa, du Nyaya, du Vaisheshika, du courant Jain, mais aussi aux tendances matérialistes et hédonistes du Charvaka, du Lokayata. Ok, donc là c'est juste des noms euh, indiens de certaines philosophies qui allaient à l'encontre, qui débattaient en fait, qui étaient des antagonistes avec les vues philosophiques. Ouais. Ok, très bien. Donc, ok. Donc, dans un texte qui s'appelle Buddhist Philosophy, c'est un commentaire du texte racine sur les écoles philosophiques de Kunkien Jamyang Shepa. Et donc, dans ce texte-là, à la page 98, on peut voir que Charvaka et Lokayata, c'est pareil. Ouais. C'est en fait Charvaka et Lokayata, ce sont deux termes pour une même école, ça veut dire les hédonistes, les matérialistes, qui ne croient que ce qu'ils voient. Ouais. Lokayata, ça veut dire ceux qui sont concernés par le monde uniquement. Ouais, ok. Et donc là, on peut enlever et du Lokayata. On peut juste mettre les hédonistes du Charvaka Lokayata, tout simplement, parce que c'est la même école. En tout cas, d'après ce que dit ce texte-là, Buddhist Philosophie. Oui, ok. Très bien. Ok, une particularité de la philosophie religieuse indienne dans son ensemble est que son champ d'investigation des problématiques relatives à la logique et l'épistémologie reste relativement homogène. Ouais, ok. Les réponses aux problèmes diffèrent parfois radicalement, mais les centres d'intérêt sont les mêmes. Ouais, et même dans la philosophie occidentale, c'est ce que dit Geshe-Dreyfus. Il dit qu'il y a eu le siècle des Lumières, c'est-à-dire que les gens se sont un peu moins préoccupés de théologie et ont commencé à se poser la question de l'épistémologie. Comment est-ce qu'on sait qu'on sait? Ouais. Et donc c'est là où il y a eu les Lumières, où il y a eu beaucoup de philosophes qui se sont intéressés à l'épistémologie aussi en Occident. Ouais, donc tout le monde a à peu près les mêmes interrogations. Qu'est-ce que la réalité? Comment est-ce qu'on sait qu'on est en accord avec la réalité? Ouais. Comment est-ce qu'on sait qu'on n'est pas en train de rêver, par exemple, en ce moment? Comment est-ce que je fais la différence entre le fait de rêver, ce serait un petit peu obsessionnel si je rêvais qu'on a une classe ensemble. Ça pourrait, Freud, si tu nous entends. Et comment je sais que je ne suis pas en train de rêver, que je suis en train de vous parler? Comment est-ce que je peux faire la différence? Parce que le cerveau lui-même ne fait pas la différence. Si vous visualisez quelque chose ou si vous voyez quelque chose, le cerveau lui-même ne fait pas la différence. Et donc, comment est-ce qu'on fait la différence entre le rêve et l'état vigile, par exemple? Et donc, c'est beaucoup de philosophes indiens, mais aussi tibétains et occidentaux se sont posés ces questions-là. Ouais, donc c'est très important, puisque, comme vous le savez, du point de vue bouddhiste, c'est la connaissance qui libère, c'est la cognition valide qui libère, c'est pas uniquement la foi. Ouais. On ne peut pas demander au Bouddha ou à notre maître d'allumer la lumière si la lumière est éteinte. Ouais, si on faisait des prières, des rituels, etc., en suppliant le Bouddha, s'il vous plaît, veuillez allumer la lumière parce il fait sombre, il dirait, bah, appuie sur l'interrupteur. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir la libération et l'éveil, pour le bien de tous les êtres? On doit allumer la lumière de la sagesse. Ouais. Et donc, il faut comprendre l'esprit. C'est l'esprit dont l'entité doit devenir la sagesse. Ouais. Et donc, il faut savoir comment est-ce qu'on fait la distinction entre l'ignorance et la sagesse. Est-ce qu'il y a des zones de gris entre l'ignorance et la sagesse? Comment est-ce qu'on fait pour passer de l'ignorance à la sagesse, à la cognition valide? Ouais. Et donc, c'est l'intérêt de ces
enseignements ici. Très bien. Ok. Donc les débats, là, ça c'est intéressant aussi, les débats entre bouddhistes et non-bouddhistes représentaient par ailleurs des enjeux importants, tant du point de vue sotériologique, donc comment est-ce qu'on se libère, comme on vient juste de dire, que politique. Il était courant qu'à l'issue d'une défaite en débat, le perdant fut, avec un accent circonflexe, contraint de se convertir à la doctrine du gagnant. Et non seulement lui, mais aussi tous ses disciples. Donc il y avait un enjeu important. Il ne fallait pas débattre avec n'importe qui, fallait être bien réveillé ce jour-là. Ok. Donc, mis à part ces considérations, ok, donc ça, on peut passer. Très bien, ce passage-là. Ok, très bien. Très bien. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant de voir que comment est-ce qu'on sait qu'on est dans l'illusion ou pas. Ouais, donc bien sûr qu'il y a différents points de vue. Ces différentes écoles vont avoir des vues différentes, mais le Sautrantika permet d'établir les bases suffisamment solides pour ensuite voir ce qu'on peut remettre en question et ce qu'on peut garder dans les écoles philosophiques plus abouties. Ouais, très bien. Et donc il y a quelque chose d'important en bas de la page 7. Le mode d'existence du monde phénoménal diffère de son mode d'apparence ou d'apparition ici. On peut mettre son mode d'apparence. Ouais. Ok. Il y a l'apparence et la réalité, vous le savez. Ouais, ok. Et donc c'est pour ça qu'on a deux vérités. Ouais, dans la tradition bouddhiste. On a Satyadvaya, ouais, les deux vérités. Ouais, c'est ce que dit Arya Nagarjuna. Elle dit tout l'enseignement du Bouddha repose entièrement sur les deux vérités. Ouais. Et donc parce qu'il y a deux vérités, parce qu'il y a l'apparence et la réalité. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ouais, ok. Et donc comment est-ce qu'on fait pour savoir si l'apparence est conforme à la réalité ou pas? Et donc, c'est important de savoir justement ce qu'est l'épistémologie. Comment est-ce qu'on sait, ou comment est-ce qu'on sait qu'on ne sait pas, etc., etc. Ouais, est-ce que ça vous parle? Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok. Et donc après, ouais, il y a des développements un peu plus sur le Madhyamaka, mais ça, on y reviendra une fois qu'on aura bien établi les bases du Sautrantika. Très bien. Et donc, on va voir ensuite à la page 9, il y a le second paragraphe, la seconde section, toujours pour le pratiquant. Un autre apport majeur de cette tradition épistémologique est l'explication du statut cognitif de l'esprit conceptuel. Ça, c'est très important. Très important. Un très ancien débat divise les écoles du bouddhisme. Ouais. Ça, vous savez qu'à l'époque, à Samye, le premier monastère qui a été construit au Tibet, c'était extrêmement œcuménique. Il y avait différentes traditions, différents représentants des différentes traditions bouddhistes qui étaient là. Ouais. Et il y avait bien sûr des pratiquants tantriques, il y avait des pratiquants du Chan, chinois qui a donné le zen japonais par la suite. Ouais, c'est l'ancêtre du zen. Et donc, parmi les pratiquants du Chan, il y avait un maître qui s'appelait Hashang Mahayana, dont vous avez certainement entendu parler. Et Hashang Mahayana avait une vue assez spécifique de la conscience conceptuelle. Ouais. Il disait que de la même façon qu'un nuage blanc ou un nuage gris voile le soleil, et ben, qu'on ait une pensée vertueuse ou une pensée non vertueuse, elle voile la réalité. Elle saisit une existence indépendante, absolue, etc. Et donc, il prônait un non-engagement mental. Il prônait une quiétude mentale. Et non, il disait, il faut surtout pas penser. Ouais. Et donc, s'il fallait surtout pas penser, eh ben, à ce moment-là, une bûche serait libérée. Ok. Bon, une bûche n'a pas de conscience, donc elle ne peut pas être libérée, mais en fait, il y a eu un grand débat avec Acharya Kamalashila, oui, le disciple direct de l'abbé Shantarakshita, oui, qui a fondé les premiers moines au Tibet, ouais, qui a institué l'ordre monastique au Tibet, et donc qui s'est beaucoup appuyé aussi sur Acharya Dharmakirti pour l'épistémologie, ouais. Il y a beaucoup par exemple, dans le Tattva Samgraha, et puis le commentaire d'Acharya Kamalashila sur ce texte-là, le Tattva Samgraha Panjika, ouais, sur l'épistémologie. Est-ce que l'omniscience est possible? Quelle est la nature de la conscience, etc., etc. Il y a énormément de choses très importantes là-dedans. Et Acharya Kamalashila a débattu, il paraît que ça a duré 2 ans, est-ce que voilà, il faudrait vérifier, avec Hashang Mahayana. Et à l'issue, il paraît donc que la postérité dit que Acharya Kamalashila a gagné le débat. Et à partir de ce moment-là, l'empereur tibétain à l'époque, Chisom Detsen, a décrété qu'on allait suivre au Tibet dorénavant la tradition indienne.
Ouais. Et donc, c'est pourquoi on parle de bouddhisme indo-tibétain. Ouais. Parce que la plupart des enseignements, l'immense majorité des enseignements ont été traduits des langues indiennes vers le tibétain. Ouais. Ok. Et donc, il y a eu ce débat très important. Que fait-on de la conscience conceptuelle? Parce que, comme vous le savez, l'idéal, c'est de finir sur une perception directe. La perception directe est toujours plus fraîche, toujours plus informative que la conception. Bien sûr, on verra beaucoup de points sur ces notions-là par la suite, mais il est important de voir d'emblée que nous avons accès à l'univers avec ces deux médias, la perception et la conception. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Soit vous pouvez voir une fleur, soit vous pouvez penser à la fleur. Ouais. Vous pouvez penser à la fleur pendant que vous voyez la fleur. Vous pouvez penser à la fleur sans même voir la fleur. Donc il y a ces deux modes cognitifs, la perception directe et la conscience conceptuelle. Ouais. Ok, donc ça c'est très important. Et certains se sont dit, bah, la conscience conceptuelle, elle ne sert à rien. Elle voile la réalité, comme disait Rajang Mariana. C'est comme un nuage blanc, même si c'est vertueux, ça cache le soleil. Ouais. Et donc, il y a toute une tradition euh, psychologique et épistémologique dans la tradition indo-tibétaine pour montrer que non, la conception est très importante. Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle est très importante? Des fois, je pose des questions, c'est juste pour que j'ai le temps de boire mon thé. C'est un marchepied. Un marchepied, oui. Oui, dans quel sens? Eh bien, Parce que c'est grâce au raisonnement qu'on peut connaître le monde. Non? C'est très difficile. Oui. La vue directe, c'est exceptionnel, ou alors il faut une transmission vraiment très spéciale, mais sinon, on est obligé de passer par la conception d'abord pour affiner les choses. C'est comme une passoire. Oui. Oui. Et on ne perçoit pas tout, en fait. Oui, exactement. Exactement, c'est très, très important. Ce que vous dites là, c'est très important. Il faut essayer de voir qu'en effet, il y a un écho, je ne sais pas d'où ça vient. Il y a un écho. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'en effet, tout ce qui existe n'est pas nécessairement perceptible par nos sens. Ouais, loin de là. Ouais. Donc ça, vous le savez déjà. Ouais, c'est ce que dit Acharya Dharmakirti, ouais, dans les Brahma verticales. Il dit Ma tonchir na me pa min. Ce n'est pas parce on ne voit pas quelque chose que c'est un non-existant. Ouais. On pourrait dire que il y avait le grand philosophe occidental moderne, Joe Triviani, dans la série Friends, qui disait Just because you don't understand something doesn't make it wrong. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas quelque chose que ça rend faux le truc. Ouais. Et donc, on pourrait dire, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Ouais. Et donc, c'était ce grand philosophe Joe Triviani qui disait ça. Très bien. Et donc, ça, c'est très important. En effet, quand par exemple, il y a un texte sur le Lamrim qui s'appelle le Lojong Nyime Weser, le rayon de soleil, les rayons de soleil du Lojong, qui parle principalement du Lamrim, d'un maître qui est directement le disciple de Lama Tsongkhapa, qui s'appelle Horten Nam Kapel. Il y a un commentaire de sa sainteté qui s'appelle Clarté de l'esprit, lumière du cœur. Clarté de l'esprit, lumière du cœur, je ne sais pas s'il est toujours disponible. Et donc dans ce texte-là, presque au début, Horten Nam Kapel dit que dans le Lamrim, vous connaissez le Lamrim, ouais, les étapes de la voie vers l'éveil, on médite d'abord sur l'importance de se remettre à un maître spirituel, etc., jusqu'à la sagesse de la vacuité. Donc tous ces points-là, l'immense majorité de ces points-là sont des objets de méditation analytique. Ça veut dire que qui réalise sa précieuse existence humaine sans analyser? Qui réalise les renaissances, puisqu'on ne les voit pas? Qui réalise le samsara visuellement, directement, sans analyser, etc., etc. Ouais. Et donc, ce grand maître dit qu'il y a un seul contexte dans lequel on ne devrait pas penser, c'est quand on pratique la focalisation en un point. Ouais, quand on pratique la focalisation en un point, on n'est pas censé analyser en même temps qu'on fait cette focalisation en un point. Mais sinon, tout le reste, l'immense majorité des points du Lamrim sont des objets de méditation analytique. Et donc, il faut penser, il faut raisonner pour certifier des phénomènes qui échappent à nos sens. Ouais, vous êtes d'accord? Oui.
Waouh, bravo, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais si vous êtes d'accord, ça m'arrange. Tu peux juste répéter le titre du livre, Christophe? C'est clarté de l'esprit, lumière du cœur. Merci. Oui, avec plaisir. C'est un très bon livre d'Assassin ouais. Ok, je crois que c'était aux éditions. Je ne sais plus les éditions, c'était un vieux livre. Ok. En tout cas, c'est très intéressant de voir que la conception, le statut de la conception, on verra bien sûr par la suite, et ce soir, pour les gens qui suivent les débats, ce soir à 20h30, on verra justement aussi les consciences erronées. Les consciences erronées, les consciences fausses, justement pour faire la part des choses entre une conscience erronée et une conscience fausse. Une conscience conceptuelle, tous les épistémologues bouddhistes sont d'accord pour dire qu'elle est erronée. Ouais. Mais elle n'est pas nécessairement fausse. C'est-à-dire que si vous pensez bon, on va dire, vous pensez à une table, vous pensez à votre table de cuisine, à votre table de jardin, n'importe laquelle. Vous pensez à une table, ok. Et donc vous avez une image mentale de cette table, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Cette image mentale donne l'impression d'être cette table, mais n'est pas cette table. Ouais. Exactement comme quand vous vous regardez dans le miroir. Quand vous vous regardez dans le miroir, le reflet du visage donne l'impression d'être un visage, mais n'est pas un visage. Ouais. Donc il y a une distorsion qui est là, il y a quelque chose d'erroné qui est ici. Vous êtes d'accord? Mais c'est pas nécessairement faux. Vous pouvez identifier votre visage grâce au reflet. Vous pouvez identifier la table de jardin grâce à votre conception. Ouais. Donc c'est-à-dire que votre conception est erronée, mais elle n'est pas fausse. Elle est en accord avec la réalité. Elle est factuellement concordante. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ok, très bien. Mais justement, Hachang Mahayana disait si c'est erroné, c'est nécessairement à mettre à la poubelle. Ouais, il fallait surtout pas penser, tout simplement, parce que les consciences conceptuelles sont erronées. Mais pour lui, enfin, il rajoutait un point important. Il disait que non seulement elles étaient erronées, mais elles étaient fausses, parce qu'elles saisissaient toute l'existence indépendante là où il y en a, là où il y en a pas. Ouais. Donc non seulement il disait elles étaient erronées, ces conceptions, mais en plus elles étaient toutes fausses d'une certaine manière. Mais en fait, c'est pas ce qu'on dit. Euh, euh, les écoles philosophiques bouddhistes ne diront jamais que toutes les conceptions sont fausses. Il y a des conceptions fausses. Ouais, si vous pensez que votre table de jardin est une chaise ou est une fleur, là, bien sûr que c'est une conception complètement à côté de la plaque. Oui, donc là, elle est non seulement erronée, mais en plus fausse. Ouais, ouais, ça joue. Ouais. Si par exemple vous regardez votre reflet dans le miroir et que vous commencez à brosser les dents du reflet dans le miroir, là, non seulement c'est erroné, mais en plus c'est faux, ouais. Ouais. Est-ce que c'est utile au miroir? Je sais pas. Ok, bref. Ok. Donc, si vous brossez vos dents en percevant votre visage dans le miroir, ça veut dire que vous atteignez bien votre objet. Ouais, votre visage lui-même. Même si l'apparence dans le miroir est distordue. Il y a une apparence distordue. Ouais, le reflet donne l'impression d'être un visage, mais n'est pas un visage. Ouais, ça parle à tout le monde? Ok, et pourtant c'est très utile. C'est erroné, mais c'est très utile. Sans le miroir, comment est-ce qu'on pourrait voir notre visage? Ok, donc c'est utile jusqu'à un certain point. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, la conception doit être abandonnée. Mais tant qu'elle n'est pas inutile, elle reste utile. Bon, ça, c'est presque une tautologie. Tant que la conception n'est pas inutile, elle est utile. Ok. C'est ce qu'il faudra garder comme point principal de cette discussion d'aujourd'hui. Tant que ce n'est pas inutile, c'est utile. Merci. Et justement, par rapport à ça, il y a encore un point dans ce passage-là. On peut d'ailleurs penser que la philosophie bouddhique y trouve une dynamique interne, ouais, par rapport à ces débats sur la conception. D'un côté, les partisans d'une approche radicalement non conceptuelle souhaitent accéder directement à la non-dualité en court-circuitant le mental, enfin l'intellect, parce que là, ils confondent mental et intellect. Attention, c'est pas du tout la même chose. Ouais. En court-circuitant l'intellect, source de dualité. La prolifération conceptuelle, prapancha, est vue comme l'obstacle principal et la culture des absorptions méditatives est d'emblée valorisée. Ok. Donc là, il y a un point très important. Si vous lisez le traité racine de la voie médiane de Arya Nagarjuna, ouais, le chapitre 18 sur le non-soi personnel, à la strophe 5, il dit karma klesha kshayan moksha, etc. Il dit la cessation du karma et des afflictions et la libération. Ouais. Il dit le karma et les afflictions viennent des élaborations conceptuelles, les pensées désordonnées, on peut dire l'application mentale inappropriée,
Ouais. Et ces applications mentales inappropriées elles-mêmes viennent des proliférations conceptuelles, prapancha, exactement comme ici. Ouais. Mais dans ce cas-là, dans ce cas très précis du texte de Ariana Nagarjuna, prapancha, les proliférations conceptuelles, ça renvoie à la saisie d'existence inhérente, à la conception fausse de l'existence inhérente. Mais toute élaboration conceptuelle n'est pas nécessairement une saisie d'existence inhérente. Ouais, c'est ce qu'on vient de dire par rapport au débat avec Hashim Mahayana. Ouais, ouais, ça vous parle? Oui. Ok, très bien. Ça, c'est très important de faire ces distinctions-là. Ok, très bien. Et donc, c'est pourquoi les absorptions méditatives sont d'emblée valorisées, mais elles sont valorisées dans toutes les traditions indiennes, qu'elles soient bouddhistes ou pas. Ouais, et dans la tradition bouddhiste, bien sûr, là, l'absorption méditative est le moyen par excellence pour obtenir la libération et l'éveil. On ne peut pas simplement prier le Bouddha, s'il vous plaît, faites que je ne sois plus un être ordinaire. Bah, il va nous dire, bah, méditez, méditez, pratiquez. Ouais, ok. Transformer notre esprit. Mais pour transformer l'esprit, il faut savoir ce qu'est l'esprit. Ouais. Ok, très bien, très bien. Ok. Et donc, il s'appuie volontiers sur la définition des perceptions directes qualifiées de libres de conceptualisation. Ah ah, ça vous le connaissez par cœur. La Et définition d'une perception directe, c'est quoi? cognition libre de conceptualisation et non erronée. Oui, bravo, une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ouais, comme un mantra. Paf, paf, paf. Il y en a qui connaissent Om Mani Padme Hum par cœur, et il y en a qui connaissent cognition libre de conceptualisation et non erronée par cœur. L'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut connaître les deux par cœur. Très bien. Cognition libre de conceptualisation et non erronée. C'est la définition d'une perception directe. Ok. Deux Sautrantika. Hein, attention, on n'est plus chez Arya Nagarjuna. Il faut revenir ici au Sautrantika, le Sautrantika qui suit le raisonnement. C'est notre fondement ici pour appuyer, pour asseoir notre compréhension. Ok, une cognition. Une cognition, c'est quoi donc? Conscience, ce qui est clair et cognitif. Conscience, c'est clair et Oui. cognitif. Exactement. Cognition, entendement, esprit, conscience, etc. C'est équivalent. C'est clair et cognitif. Ouais, c'est un événement mental. Et comme on l'a dit, attention, mental et intellect sont différents. Le mental n'est pas nécessairement intellectuel. Le mental n'est pas nécessairement conceptuel. Mental, ça veut dire esprit dans la tradition bouddhiste. Ouais, ok. Très bien. Très bien, très bien. Ok, on verra des débats extrêmement croustillants, extrêmement pralinés vers la fin du livre par rapport à mental et cognition mentale. On verra qu'il y a 4 possibilités. Mais ça, c'est pour la suite. Ok, très bien. Et donc, libre de conceptualisation et non erroné. Par exemple, dans le Pramana Samuccaya d'Acharya Dignaga, il dit en fait qu'en effet, une perception directe est libre de conceptualisation. Il dit surtout ça. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ming dans Riso Jorwaye, Toba Danden Ngosumo. Il dit qu'une perception directe est libre de conceptualisation, la conceptualisation qui consiste à imputer des termes et à inclure dans des catégories. Ouais, la conception, elle fait ça, non? La conception, elle désigne et elle inclut dans des catégories. On dit, tiens, cette table est une chose, cette table est un existant, etc. Ouais. Donc on inclut la table dans la catégorie chose ou existant. Et c'est la conception qui fait ça. Là, la perception n'est pas capable de le faire. Ouais. Donc c'est pourquoi Acharya Dignaga dit, la perception directe est libre de conceptualisation. Mais si c'est une cognition qui est libre de conceptualisation, est-ce qu'elle est nécessairement non erronée? Et non. Ah non, ah non. Ah, elle n'est pas nécessairement non erronée. Non. Elle n'est pas nécessairement non erronée parce que? Parce qu'elle peut se tromper par Parce qu'elle rapport peut être non nouvelle, voilà. Non, ça c'est valide, Bernard. Non, Ah, non. valide, oui, valide. Ça, on verra des débats par rapport à ça à 20h30 ce Ah, soir. valide. C'est par rapport à l'objet. Ok, très bien. Donc on verra ça ce soir. Ok, donc essaie de bien garder à l'esprit qu'une perception directe est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Et donc, C'est ça, oui, ça peut être un facsimilé, oui, c'est ça. ouais. Et donc, on verra bien sûr beaucoup de choses par rapport à ça, parce que tout le texte dans son ensemble va faire ces distinctions entre une perception directe et une conception. Est-ce qu'il y a des perceptions directes? Est-ce qu'elles sont nécessairement valides? Etc., etc. Donc, on verra plein de détails par rapport à ça. Si ça vous intéresse, on continuera donc la semaine prochaine à la même heure, 8h30,
Et donc, on essaiera de continuer un petit peu sur le texte. Si vous avez le temps de signer la charte de confidentialité pour étudier le texte ensemble à cause des droits, parce que le livre est épuisé, n'hésitez pas à me le renvoyer, puis je le renverrai à Vénérable Etienne. Et merci à tous, merci, c'était un vrai plaisir de vous retrouver. Et donc à Merci. 8h30 vendredi prochain. Merci. Bonne fin de semaine. Au revoir. Merci, ciao. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, bonne semaine. Ciao, bonne semaine.